l'agence qu'il a choisie, Oui, Doge, puisque c'est le nom du Bitcoin. Hop, 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 pas tout. Quoi? Attends, on va se repasser Il y ça. a même un conflit d'intérêts dans le titre de l'agence qu'il a choisie, Doge, puisque c'est le nom du Bitcoin qu'il prend. Doge, c'est le nom du Bitcoin. Oh, pas tout. T'emballes pas. Et que Trump a Reste dans ton domaine de compétences. Ah oui, c'est une auto-promo. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va écouter des journalistes parler d'Elon Musk en toute objectivité, vous les connaissez. Ce sont ces mêmes journalistes qui critiquent Trump depuis 2016. Oui, sauf que là, ils ont un problème. C'est que Trump vient de se faire élire d'une très belle manière. En fait, il a éclaté Kamala. Donc, ces journalistes sont un peu embêtés et du coup, ils ont trouvé leur nouvel homme à abattre et il s'agit de Elon Musk. Manque de peau, il se trouve que le petit Elon n'est pas quelqu'un de stupide. Il a déjà accompli autant de choses que toutes les personnes réunies dans cette salle. Donc, ça ne va pas être une partie facile. Donc, on va regarder cette émission ensemble et on va déjà commencer par mettre un pouce vers le bas. Oui, parce que je sais qu'ils vont être nuls. Quoique non, vous n'aurez pas ma haine. Donc si vous aimez l'objectivité, si vous aimez la vérité, accrochez-vous, ça va être compliqué. Laurie Kenton, spécialiste des États-Unis, merci de votre présence ce soir aux côtés de Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express, co-autrice avec Emmanuel Botta d'Elon Musk, l'enquête inédite. C'était il y a un an aux éditions Lafon, mais c'est tellement d'actualité. C'est 2000 milliards d'économies. J'en avais oublié quelques milliers. Elon Musk, dans ce ministère dont la mission sera d'envoyer des ondes de choc dans un système en dérégulant à tout va et en faisant des coupes drastiques dans le budget fédéral. C'est insensé, 2000 milliards d'économies, de coupes claires dans un budget qui est de 6500 à 7000 milliards. C'est à peu près un tiers, donc c'est quand même... C'est insensé, oui, mais la dette des États-Unis est insensée. La dette des États-Unis, c'est 35 billions. C'est pas millions. C'est pas milliards, c'est billions. Donc à un moment, avec une telle dette, il faut prendre des mesures drastiques, il faut prendre des mesures extravagantes. Assez colossal, on ne sait pas trop comment il va s'y prendre, et a priori il ne peut pas s'y prendre. Les économistes, y compris conservateurs, disent que c'est pas possible. Il faut supprimer des retraites et des dépenses sociales, quoi. Alors, notamment des électeurs de Donald Trump qui risquent de voir ça d'un assez mauvais œil. Il y a une incertitude, c'est de savoir s'il veut faire ça la première année ou s'il veut faire ça sur 10 ans. Ça lisse un petit peu ça reste un peu moins irréaliste, on va dire. On est plutôt dans cet ordre de grandeur-là. Ou est-ce que, parce que c'est pas un ministère, c'est une espèce d'agence qui serait en dehors du gouvernement, où en fait il donnerait des recommandations dont le Congrès se saisirait et ensuite... Pour adopter... Je comprends pas, qui est cette personne? Pourquoi il dit que c'est impossible à faire ou que c'est extrêmement difficile? Est-ce qu'il s'y connaît autant que ça? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Je le connais pas du tout, hein. Mais ça me fait toujours rire en fait, ces personnes qui jugent comme ça de loin sur un plateau télé en France. On donne ses coupes. Le Congrès, il a des électeurs. Qui vont s'opposer à Elon beaucoup de Musk. ces coupes. Ouais. Il y a des gens qui ont besoin des programmes sociaux, y compris les électeurs des sénateurs républicains. Ils ont besoin des programmes sociaux et d'un certain nombre de choses comme ça. Pas une grosse majorité. Ah, Patrick, c'est le seul que je connais sur le plateau. Voilà. Patou, le zizou de C'est à vous. Enfin, a priori, Béatrice Mathieu, imaginons qu'il fasse ses coupes. Oh, il est ronchon, hein, Patou. Quel ministère? L'éducation? Non, mais effectivement, il a l'éducation dans le viseur, comme Trump. D'ailleurs, le problème, c'est que c'est quoi le problème? Les États-Unis sont un État fédéral, en fait. Et donc, l'éducation, une grande partie des dépenses d'éducation sont faites par les États. Alors, certes, typiquement, il y a un ministère fédéral de l'éducation qui donne des subventions aux États, et c'est là-dessus qu'il peut couper. Mais en aucun cas, on arrive aux 2000 milliards de dollars qui paraissent effectivement totalement... Ah ben il y a d'autres pistes, hein. Musk propose de supprimer le FBI, ou même l'équivalent de notre fisc, l'IRS, l'agence chargée de la collecte des impôts. Quand on dit ça, ça paraît totalement délirant vu de France, mais il y a peut-être une rationalité quelque part, non? Non, mais c'est vraiment dans la... Évidemment, c'est pas du tout à charge, hein. Vous voyez l'objectivité, l'esprit constructif. Non, là c'est complètement partial. Il déteste Trump, il déteste Musk, il déteste en fait tous les gens qui vont se rattacher
Même si par exemple Kamala Harris se rattachait à Trump, il lui cracherait dessus. Donc, De Musk, peu importe ce que fera Trump, peu importe ce que fera Musk, il n'a aucune chance pour ces journalistes. Sortir des trucs totalement fous, voire délirants. C'est ce qu'il fait dans ces sociétés. Oui, il a fait des coupes absolument délirantes. Oui, et ça a marché d'ailleurs. Supprimer 3/4 des emplois chez Tesla. Non, chez X. Chez X, oui, mais chez Tesla, il a quand même supprimé pas mal. Mais pas 3/4. Pas 3/4, mais c'était chez X. Enfin, c'est quand même. Vous voyez qu'ils ont bossé les sujets. Hein. Ça fait 2 minutes que ça a démarré, ils se trompent déjà sur les chiffres. Des proportions qui sont assez incroyables. On ne peut pas faire la même chose dans une instance politique. Non, pourquoi? Vas-y, explique-nous. Il ne peut pas gérer l'État comme il gérait son entreprise ou ses entreprises. Mais en plus, il ne gère pas, il fait des recommandations dont ensuite le pouvoir politique s'empare ou pas. Et de toute façon, tout ça fait l'objet de négociations et il n'en sort jamais ce qui est l'intention de départ. Et ça va gêner aussi des élus américains, le conflit d'intérêts quand il va être chargé de restructurer les agences fédérales comme la NASA, avec laquelle il travaille étroitement. Bien sûr, mais le conflit d'intérêts est manifeste et même énorme. C'est quelque chose qui est inimaginable. Putain, mais dis quelque chose de positif, Joséphine. Je sais pas comment elle s'appelle. En fait, ce qui est assez drôle, c'est qu'il se présente en fait comme un libertarien et en réalité, la naissance de Musk et le succès de Musk est en grande partie lié au fonds énorme, à l'argent énorme Musk doit son succès seulement qu'il a reçu de l'administration américaine. Au fonds qu'il a reçu de l'administration américaine. Dès le départ, à la fois pour Tesla, mais surtout pour Tesla. Texas. Vous connaissez cette société? Moi non plus. SpaceX. Et en fait, il y a une interdépendance très très importante aujourd'hui entre l'administration américaine, la NASA et SpaceX. SpaceX qui doit tout en fait à l'administration américaine. Il y a même un conflit d'intérêts dans le titre de l'agence. Voilà, donc SpaceX doit tout à l'administration américaine. L'agence qu'il a choisie, Doge, puisque c'est le nom du Bitcoin. Hop, 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 pas tout. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit là? Attends, on va se repasser ça. Il y a même un conflit d'intérêts dans le titre de l'agence qu'il a choisie, Doge, puisque c'est le nom du Bitcoin qu'il prend. Doge, c'est le nom du Bitcoin. Oh, pas tout. T'emballes pas. Et que Trump reste dans ton domaine de compétences. Ah oui, c'est une auto-promo qui est à peine déguisée, quoi. C'est du clin d'œil, c'est de la com, ça parle à un certain électorat dont on a beaucoup parlé, des jeunes hommes un petit peu en rupture de banc avec le politique, ils voient ça comme quelque chose d'un peu disruptif. Oh, c'est mal, hein. Oh, voilà, les jeunes hommes qui votent pour Trump. Oh là là. Quelle horreur. En fait. Mais d'ailleurs, il va se mettre en scène, Elon Musk, avec sa réflexion, puisqu'il a annoncé que sur X, il allait publier le classement des dépenses les plus terriblement stupides. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment, tout devient un spectacle. Mais il est spectacle, il est l'incarnation, il est la communication d'ailleurs de ces sociétés. Alors il va s'attaquer certes aux dépenses, mais il va s'attaquer aussi beaucoup. Quel est le problème, vraiment, si on est objectif? C'est incroyable. Quel est le problème que Musk dise « Nous allons établir un classement des dépenses les plus stupides faites à partir de vos taxes ». Ce sera à la fois tragique et très divertissant. Quel est le problème de montrer qu'il y a des dépenses qui sont faites au niveau de l'État américain, et c'est évidemment la même chose en France, qui sont stupides? Il y a des dépenses qui n'ont pas lieu d'être. Pourquoi ça les dérange autant que ça? Beaucoup à la réglementation, aux normes, à la régulation. Et ça, c'est quelque chose, il n'a pas arrêté depuis plusieurs années, en fait. Par exemple, de s'attaquer à la FAA, qui est un peu l'Agence fédérale de l'aviation civile, qui donne son blanc-seing quand il veut, par exemple, faire un essai de sa fameuse fusée géante à Starship. Et donc, la FAA doit... Starship, SpaceX... Same, c'est pareil. C'est journaliste à peu près aujourd'hui. Hein. Son autorisation. Et elle la donne ou elle la donne pas en fonction des conditions de météo, par exemple. Et il peut influencer... Mais pourquoi elle est énervée comme ça, Joséphine? Bien sûr. Et puis de toute Qu'est-ce qu'il lui a fait, Elon Musk? Mais bien sûr. Mais il a fait déjà en fait des essais du Starship contre l'avis de la FAA.
Et il ne s'était rien passé. Bon, il fait des émules en France. Valérie Pécresse est séduite. Oui, un comité... Bon, je vous avoue, c'est pas le meilleur soutien qu'il ait reçu, Pécresse, mais bon. Message aussi du ministre français de la fonction publique. Félicitations Elon Musk pour ce grand défi. Je me réjouis de pratiquer avec vous de partager avec vous les meilleures pratiques. Putain, mais ils n'arrivent pas à lire non plus. C'est un carnage. Ça embarrasse quand même le gouvernement et son porte-parole ce matin, Maud Bréjon. Elon Musk et le gouvernement de Donald Trump qui est en train de se constituer ne sont pas des inspirations pour le gouvernement et il ne faut y voir aucune convergence, il n'y a pas de surinterprétation à faire. Mon collègue Guillaume Kasbarian est évidemment, et vous le savez, extrêmement mobilisé, et ce depuis des années, sur la nécessité de simplifier et de débureaucratiser l'administration française. Pour autant, encore une fois, pas de surinterprétation. Il a félicité son homologue et ça s'arrête là. C'est pas tout à fait vrai, il n'a pas fait que féliciter. Il souhaite partager avec Elon Musk les meilleures pratiques pour lutter contre l'excès de la bureaucratie. Eh ben, c'est bien, c'est une bonne chose. Les administrations ne sont pas comparables. Non. En revanche, les Français nous le disent. Ils nous disent oui, il y a des Qu'est-ce qu'ils disent, les Français? C'est trop compliqué, il faut simplifier, il faut alléger. Rien que là récemment, la semaine dernière... Les Français le disent également. Comme ministre de l'Éducation nationale avec les personnels de direction, il y a un groupe de travail qui s'est mis en place toute l'année dernière pour alléger, simplifier leurs charges tous les jours avec des 18 mesures qui ont été publiées, que je mets tout en œuvre. J'ai fait passer la circulaire auprès des recteurs. Il y a des demandes, il faut simplifier, il faut alléger. Aucun doute, on est parfois arrivé dans des absurdités assez surprenantes. Donc oui, il faut alléger. Donc qu'on ait un sujet Donc il faut alléger. Elle le confirme également, hein, là elle parle de la France. Il y a des absurdités. C'est la même chose aux États-Unis. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont contre ces mesures de Trump qui vont être mises en place par Musk, entre autres, pour essayer d'économiser, pour essayer de faire des économies? Allègement de simplification des deux côtés de l'Atlantique peut-être. De là, s'inspirer des méthodes de Musk. Voilà, chacun sa méthode, nous restons très français. Puis moi, question norme, je suis assez contente que sur l'éducation nationale, nous ayons des programmes et puis qu'on puisse se référer à Montaigne, à Darwin. Ouais, tu parles de Montaigne, Darwin, mais tu as aussi dans ton programme des tas de choses woke. Et c'est surtout ça que Musk et Trump veulent dégager. Il n'y a pas qu'Elon Musk qui interroge dans l'équipe. Tu parles de ce qui t'arrange. La future équipe, parce que depuis hier, il dévoile un peu son casting. Et il y a d'abord l'influent sénateur de Floride, Marco Rubio, qui se présentait d'ailleurs aux primaires de 2016 face à Donald Trump, qui devrait devenir secrétaire d'État. Donald Trump, qui a promis de mettre un terme à la guerre en Ukraine en 24 heures, a peut-être été séduit par ses positions, les positions de son ancien concurrent, Marco Rubio, qui était d'abord contre les 60 milliards d'aides militaires à l'Ukraine et pour des négociations avec la Russie pour mettre fin au conflit, et il s'en expliquait le 24 septembre dernier. I'm not on Russia's side, but unfortunately the reality of it is that the way the war in Ukraine is going to end is with a Je suis complètement d'accord avec ce qu'il vient de dire. Je ne sais pas si vous avez lu, mais en gros, il dit qu'il n'est pas du côté de la Russie, mais que la guerre en Ukraine ne peut se terminer que par un accord négocié. Et c'est exactement ce que je pense. J'en avais fait une vidéo d'ailleurs en début de cette année. negotiated settlement. Would you be comfortable accepting the current lines of demarcation as Senator Vance seems to be? I would be comfortable with a deal that ends these hostilities and that I think is favorable to Ukraine, meaning that they have their own sovereignty, that they don't become a satellite state or a puppet state that is constantly held hostage by the Russians. Senator? Comme le disait Patrick. Complètement d'accord avec lui. J'espère que vous avez pu lire, hein, mais en gros, voilà, il est donc pour l'arrêt de la guerre, tout simplement. Et peu importe si l'Ukraine va perdre quelques régions, malheureusement, ils vont perdre des régions qui étaient très russophones à 90%. Bon, au moins, ils vont épargner des milliers, voire des millions de vies. Et c'est, d'après moi, le plus important. C'est la presse qui a annoncé le nom de Marc Rubio. Il y a encore un doute. Mais au ministère de la Défense, Donald Trump là, a choisi Pete Hegseth, actuel présentateur de Fox News. Avec Pete à la barre, les ennemis de l'Amérique sont prévenus. C'est ce qu'il a affirmé. Un Trumpiste pur jus, ancien combattant en Irak et en Afghanistan, qui, à 44 ans, pourrait donc prendre la tête des armées. Ils ont du mal à lire. Hein. Là, on voit que c'est exit les technocrates, les militaires. Leur point commun, c'est en tout cas que c'est des fidèles de Donald Trump.
mais Donald Trump les écoute aussi. Donald Trump les écoute et s'entoure de gens qui ne vont pas le contredire, mais qui murmurent dans son oreille. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est complètement borné. C'est pas un imbécile. On le décrit un peu comme pas forcément très aimable. C'est quelqu'un qui écoute. Ça change, hein. Confiance à un certain nombre de gens depuis très longtemps ou depuis moins longtemps, parce qu'Elon Musk c'est une relation assez récente, mais il écoute un certain nombre de gens en qui il place une confiance assez instinctive. Et donc il a tendance à se laisser influencer aussi parfois, quand on dit les choses un peu méchamment, par le dernier qui parle. Et là, en l'occurrence, ces deux profils pour la défense et la diplomatie qui sont assez similaires sur certaines lignes, mais assez éloignés sur d'autres. Marco Rubio, il a été élu en 2010. À l'époque, c'était un rebelle. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est de l'establishment. C'est quelqu'un qui a une véritable expertise. Il est dans des grosses commissions du Sénat, au renseignement et affaires étrangères. C'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. Il vient de dire que Trump n'est pas un imbécile, qui s'entoure de personnes pour leur demander leur avis. Il vient de dire que Marco Rubio a une certaine expertise, donc je comprends pas de quoi ils se plaignent, qu'ils ne soient pas d'accord avec ou qu'ils n'aiment pas Trump ou les républicains en général, soit, mais quand même, je veux dire qu'ils aient un minimum d'objectivité, c'est ce qu'on leur demande, et c'est à cause de ce manque d'objectivité, de cette partialité, de ce parti pris à chaque fois en France, aux USA, peu importe, pour la gauche, hein, en gros, hein, disons les choses, qui fait que ils sont aussi insupportables. Qui est pour la défense, il a combattu, il sait un petit peu, mais enfin, c'est pas un général, c'est pas quelqu'un qui est assez haut dans la hiérarchie. Expérience politique. Il a aucune expérience politique, mais dans le monde trumpiste, c'est une qualité. Ouais. De ne pas avoir d'expérience politique. Enfin, il va dire... C'est une façon d'être... Ça, ils adorent. Les politiques qui n'ont fait que de la politique dans leur vie, qui n'ont jamais monté une start-up, une entreprise, ou qui n'ont même jamais travaillé, donc qui ne connaissent pas la vie réelle, ça, ils adorent. Disruptif. Il va diriger un département à 1000 milliards de dollars. C'est le père de la médaille. J'ai pas dit que c'était une bonne idée. Parce que ils sont tellement arrogants. Non, mais c'est comme tellement si on imaginait un éditorialiste d'une chaîne d'information continue au ministère de la Défense à la place de Sébastien Lecornu. C'est vrai que dit comme ça, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir Lecornu que toutes les personnes dont on a parlé. Hein. Faire appel à la société civile, on a fait ça dans pas mal de gouvernements depuis assez longtemps. Faire appel à des grands patrons pour diriger Bercy, c'est très ancien. Ça n'a pas forcément toujours très bien marché. Hein. Donc il y a ce côté un petit peu faire appel. Moi, je trouve ça bien en fait. Je trouve ça bien que des grands patrons. Enfin, j'aimerais bien qu'il y ait plus de grands patrons en charge de sujets politiques, notamment au niveau des finances, par exemple. Moi, j'aimerais bien voir quelqu'un comme, je sais pas, Xavier Niel à un poste important, ou d'autres que j'aime beaucoup, dont j'ai pas le nom là de suite, mais je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que ça reconnecterait plus les politiques avec les entreprises et les gens en général. Et faire appel à un capitaine d'industrie et faire appel à un présentateur de Fox News, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est tellement malhonnête. Un animateur de Fox News. Oui, ce gars, donc Pete, comment il s'appelle? Pete Hegseth. Il est animateur sur Fox News. Oui, sauf que si on lit sa fiche Wikipédia, et regardez, on va la lire ensemble. Encore une fois, on va aller sur Wikipédia, on va pas aller sur les groupies de Trump.com. Regardez, ça c'est Wikipédia. Et vous allez voir que ce qu'on mentionne par rapport à sa carrière sur Fox News, ça va prendre 3-4 lignes. Regardez tout ce qu'il a fait. Peter Brian Hegseth, né le 6 juin, est un militaire et animateur de télévision et auteur américain. Donc regardez, carrière militaire. Après avoir obtenu son diplôme, Pete rejoint l'entreprise, donc c'est celle-là, qui est une des plus grandes banques d'investissement d'échange de valeurs mobilières et agent de change au monde. Pionnière dans les produits de titrisation, la banque d'affaires, Donc ça doit être quand même quelqu'un de très intelligent. En tant qu'analyste des marchés de capitaux, tout en suivant parallèlement le programme de formation des officiers de réserve, le Reserve Officers Training Corps.
À l'issue de sa formation, il est nommé sous-lieutenant-chef de section d'infanterie au sein de la garde nationale du Minnesota. Donc déjà, rien que ça, c'est très respectable. Et ce n'est pas qu'un animateur. Oh. Il est envoyé en mission en 2004 à Guantanamo. Peu de temps après être rentré de Cuba, Pete Hegseth se porte volontaire pour servir à Bagdad en Irak, où il occupe le poste de chef de section d'infanterie. Et plus tard à Samara, le poste d'officier des actions civilo-militaires. Il a reçu plein de médailles. Après son séjour en Irak, il reprend une carrière civile, avant de nouveau de se porter volontaire en 2012 pour l'Afghanistan comme capitaine de la garde nationale du Minnesota. Il détient aujourd'hui le grade de major de réserve, équivalent de chef de bataillon. Et en fin d'article, il travaille par la suite comme commentateur à Fox News dans des programmes dans lesquels il attire l'attention sur les problèmes des militaires et vétérans, etc. Je veux dire, pourquoi est-ce que ce gars, là, je sais pas qui c'est, là, Jean-Claude, oui, ce gars, pourquoi il qualifie donc Pete Hegseth seulement d'animateur? Je comprends pas que ces journalistes qui écrivent leurs textes avec leurs petits doigts frêles se permettent un manque de respect total pour cette personne, donc Pete Hegseth, quelqu'un qui est apparemment très intelligent et qui en plus a servi son pays, qui est patriote. Est-ce que ce gars-là, Jean-Claude, irait en Irak ou en Afghanistan, ou est-ce qu'il irait sur le front ukrainien pour défendre les intérêts français? Je ne pense pas. Quel manque de respect. Faire appel à des gens qui sont extérieurs, mais faire appel à un capitaine d'industrie et faire appel à un présentateur de Fox News, c'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est un fidèle, il est sur une ligne idéologique qui est très anti-woke, anti-inclusivité, ce genre de choses au sein de l'armée, ce que la droite trumpiste considère comme une abomination absolue. Donc lui, il est parfaitement dans la ligne pour faire le ménage au sein de l'armée, mais pas forcément... Il veut pas de femmes à l'armée. Hein. Alors, il veut pas de femmes à l'armée, il veut pas de trans, il veut pas de... Il va faire le ménage. Il veut pas de trans. Il va faire le ménage idéologique. And so what? C'est-à-dire qu'il considère que sous les démocrates en général... Ils sont tellement faibles, tellement faibles, l'armée s'est tellement convertie à une forme de wokisme politiquement correct que pas mal de gens dans l'armée et dans la Trumposphère considèrent comme absolument délirant. Donc pour eux, il est tellement question de faible. remettre du bon sens, de l'ordre dans cette institution. Ils veulent remettre du bon sens et de l'ordre. C'est Jean-Claude qui le dit. Hein. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas d'après vous? Donc c'est vraiment sa grande mission qui est idéologique plus que strictement politique. Merci Laurie Canton. Rien à voir, mais enfin ça parle quand même des États-Unis. Voilà. Je signale votre ouvrage Rock and Road Trip, les États-Unis en chanson. Mais d'accord, c'est ce que tu fais en fait. Tu écris des livres de musique. Bon, très bien, moi j'aime bien la musique, mais d'accord, tu t'es invité sur le plateau pour parler de choses que tu ne connais pas, que tu ne maîtrises pas. Tu t'es permis de cracher sur des gens qui sont 100 fois plus compétents que toi, tout ça pour vendre ton livre en mousse. Putain, sérieux. Sérieux, Coco. Au Wyoming, c'est coécrit avec Julien Sérieux. Rousseau et puis Béatrice Mathieu. C'est scandaleux. Emmanuel Botta, c'est consacré à Elon Musk, l'enquête inédite qui était parue l'année dernière. Ouais les gars, donc c'est fini. Bon, allez, tais-toi. Voilà, donc je sais pas vous, mais je crois qu'on va passer 4 années formidables. J'ai presque envie de regarder la télé tous les jours pour voir ces petits journalistes pleurer. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo où, encore une fois, on a démontré l'objectivité extraordinaire de ces journalistes. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao!